Mesdames et messieurs, chers spectateurs, chères spectatrices, bonjour et merci d'être avec nous pour ce deuxième jour de ce salon Innopolis consacré à imaginer la ville de demain. Nous avons tout un programme aujourd'hui et je me permets d'être votre chef de bord pour cette journée. Je vais introduire les différentes conférences et présentations qui auront lieu toute la journée, maintenant à 18h dans cet auditorium. Je m'appelle Jules Schimpfling, je dirige le média Le Crayon et je suis ravi de vous introduire le sujet de cette journée qui va être notamment consacré au numérique. On va parler numérique dans la sûreté, numérique, l'exclusion numérique. On parlera également d'hydrogène. Mais on commence ce matin avec une première table ronde très ensoleillée puisque nos trois intervenants nous viennent de la Côte d'Azur. Et nous sommes ravis d'accueillir pour cette table ronde consacrée au sujet ville intelligente, ville aliénante qui parlera de Smart Village. Donc nos intervenants vont pouvoir nous décrire et nous expliquer en quoi cela consiste. Nous sommes ravis d'accueillir Madame Laurence Vanin qui va animer cette table ronde et qui est l'une des trois intervenantes. Madame Laurence Vanin est spécialiste de ces questions de Smart City, Smart Village, de la data comme nouveau pétrole, de la sécurité, du mobilier urbain, du numérique. Elle travaille à l'université du coup de Côte d'Azur, qui est une fusion de plusieurs structures nées en 2019 et qui est qui auparavant comprenait l'université Nice-Sophie Antipolis. Elle est titulaire du coup de la chaire Smart City, philosophie et éthique. Je vous remercie de bien vouloir l'accueillir. À ses côtés, Monsieur Pascal Stazzini sur votre droite. Professeur des universités, il est docteur, sa thèse était consacrée à l'imagerie médicale. Il dirige le laboratoire Rétine, consacré aux risques, aux épidémiologies, au territoire, et il va nous en parler un peu plus en détail. Monsieur Pascal Stazzini, s'il vous plaît. Et sur votre gauche, Monsieur Gilles Maignan, chercheur au CNRS et au laboratoire Rétine, et qui travaille également à cette université. Monsieur Gilles Maignan est conseiller municipal à Levins. Et d'ailleurs, Monsieur Stazzini est également adjoint au maire consacré aux finances à Saint-Paul-de-Vence. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui jusqu'à Paris pour nous parler de ce sujet ô combien intéressant et merci d'introduire cette journée, d'ouvrir ce bal. Nous espérons que cette conférence vous plaira. N'hésitez évidemment pas à garder à l'esprit des questions pour la fin. On va essayer de ménager 2, 3, 4, 5 minutes pour pouvoir interagir avec l'audience. Cette table ronde est prévue pour une durée de 35 minutes. Donc si vous parvenez à ménager ce temps-là. Bonne écoute et à tout à l'heure. Merci à vous. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous sur ce salon Innopolis, puisque je suis très heureuse et je remercie d'ailleurs les organisateurs de nous avoir conviés, nous, le monde académique, à venir discuter de ces questions de Smart City, parce que je considère et je suis extrêmement attachée à l'idée que le monde académique devrait être davantage sollicité et financé pour pouvoir aider et encadrer les entreprises pour être plus aptes à répondre à certaines problématiques sociétales. Et en même temps, je suis ravie parce que je suis entourée de mes deux collègues et amis avec qui nous pouvons aborder des questions qui élargissent le simple champ, on va dire, de ce que l'on peut dire dans le milieu académique et qu'on peut effectivement aussi penser au territoire et au réenchantement des territoires auxquels, bien entendu, je suis très attachée par le prisme du politique. Alors le sujet, vous l'avez compris, est un sujet un peu philosophique. Vous vous doutez qu'il y a un peu la patte de mon questionnement derrière cette question. Ville intelligente, ville aliénante, qu'est-ce qu'on entend par là? Et surtout, parce que depuis quelque temps, on nous parle beaucoup de Smart City. Et quand on parle de Smart City, alors autant il y a quelques années de cela, on va remonter à 2012, vous avez le patron d'IBM qui avait dit que la ville intelligente, c'était la ville solution. Et donc la ville solution, c'était celle qui anticipait sur des problématiques et qu'elle allait être un peu caméléon, puisqu'effectivement, à chaque fois qu'on aurait pu voir surgir une nouvelle problématique de complexité, on allait y répondre en aménageant autrement cette cité. Hormis que le monde, on va dire, économique, politique et autres s'est emparé du terme, le mot Smart City est devenu un peu le mot valise, c'est le mot de la com, c'est le mot qui, à un moment donné, se perd lui-même. Et vous savez, dans Smart, on dit intelligent, mais ça peut être aussi rusé, malin au sens du malin, c'est-à-dire un peu maléfique. Et puis surtout, on se rend compte que cette ville intelligente, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, eh bien, on critique le concept de Smart City parce qu'on a l'impression qu'on a tellement voulu lui faire dire de choses que dans le public, il y a une sorte de lassitude de ce mot et
j'ai l'impression qu'au contraire, plutôt que d'abandonner cette notion et d'en terminer avec le terme Smart City pour parler de ville durable, alors qu'on sait très bien que le monde est en changement, en transition, donc la durabilité, elle est toujours à repenser. Je pense qu'il faut maintenir le terme de Smart City, mais par contre, le densifier, le qualifier et le préciser davantage. Pour le normer, eh bien, on va poser la question. Je vais commencer par me tourner vers Monsieur Stassini, le professeur Stassini, pour lui demander, voilà, vous êtes chercheur, vous travaillez dans la santé, vous avez donc une entrée, un canal d'entrée, on va dire, dans cette Smart City, dans cette ville intelligente spécifique. Hein. Vous avez votre parcours et vos impératifs académiques qui vous font entrer dans une thématique de santé. Pour vous, justement, en quoi cette ville intelligente peut aider, ou en tout cas peut optimiser le domaine de la santé, et est-ce qu'effectivement ça peut optimiser cette santé? Merci Laurence de cette question. Mon domaine académique est celui de l'étude des systèmes d'information. Systèmes d'information en santé, il y a quelques années, on parlait que des systèmes d'information hospitaliers. Et j'oserais dire, dans les premiers cours que l'on donne quand on parle de système d'information, on dit qu'un système d'information, j'oserais dire, informe l'entreprise, s'informe sur elle-même et informe son environnement. Donc imaginons que finalement on transpose ceci à cette ville intelligente qui informe le citoyen sur ce qu'elle est. Pour autant, la relation du citoyen à la ville, est-ce que le citoyen va informer la ville de ce qu'il est lui-même? Puisque je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, on est, pardonnez-moi, de véritables systèmes d'information ambulants. Ne me dites pas que vous n'êtes pas connecté, là. Vous attendez le dernier SMS, vous avez tout sur votre environnement. Donc, parfois, ceux avec l'objet connecté, on sait s'ils ont fait leur pas suffisant dans la journée. Donc, en fait, on est nous-mêmes devenus un système d'information. Et pour autant, est-ce qu'on engage avec la ville cette relation bijective que l'on voudrait voir quelque part, hein, puisque l'intelligence étant la résolution de problèmes à partir de données, est-on véritablement dans ce cadre-là? Donc oui, j'oserais dire que quelque part, la ville doit pouvoir aider. Encore faut-il qu'on puisse aussi s'entendre sur les systèmes d'information. Ce qui est important dans le domaine de la santé, ce sont les systèmes d'alerte. Et on voit bien que depuis un certain temps, on est abreuvé d'un certain nombre de messages. Et pour le coup, ces messages restent complètement isolés. Et donc, quelque part, pour pouvoir progresser, il faut que l'on puisse, entre guillemets, mieux contextualiser ces messages d'alerte. J'oserais dire qu'on a encore le schéma du système d'information qui nous guide dans notre process. Mais nous guider dans notre process ne veut pas forcément dire de nous aider à la décision. Quand on est engagé dans le process, on trace ce que l'on a fait. Par contre, il faut qu'on puisse pouvoir décider si on renouvelle... Mais bon, si on renouvelle, comment dirais-je, le process ou si on l'arrête. Donc, système d'information opérationnel, système d'information décisionnel. Pardonnez-moi d'utiliser ces termes techniques, mais je crois que c'était un peu le sens de votre question, Laurence. C'était effectivement de dire, est-ce que sur le plan théorique, finalement, comment on arrive à décomposer cette ville intelligente en supposant qu'on ait toutes les informations qui sont présentes? Eh bien, effectivement, il y a deux choses. Je trace, entre guillemets, et je décide en fonction de ce que j'ai pu observer et de l'intelligence que je mets à résoudre le problème. Oui, effectivement, on pourrait penser que la ville intelligente, à partir du moment où on parle d'une ville connectée, si on avait pensé à des territoires avant qui s'étendaient sur le sol, maintenant on entre dans une verticalité de la ville, hein, puisqu'on est en train de bâtir des tours de plus en plus hautes. En même temps, on sait que les systèmes, on va dire, informatiques amènent aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un système opaque auquel on n'accède pas, puisque l'intelligence artificielle est programmée par des ingénieurs qui eux-mêmes produisent de l'algorithme, etc. La data, c'est cette donnée qui circule et on ne sait pas comment parfois elle circule, mais enfin elle est bel et bien là. Donc c'est vrai que ce qui était au départ on va dire au cœur même de la ville, aujourd'hui ça devient un peu tentaculaire, ça devient transversal et en même temps multilevel à différents niveaux. Alors est-ce que justement dans la santé,
c'est pas un problème cette relation-là. Est-ce que vous pensez pas aussi que on voit que dans chaque ville il y a une petite application qu'on peut télécharger pour certaines choses. Est-ce que vous pensez qu'il serait astucieux ou intelligent de produire un système informatique qui pourrait informer sur tout le territoire et pas seulement changer d'application d'une ville à une autre, qui pourrait informer de caractéristiques par exemple de pollution ou de choses accidentogènes ou toutes ces données qui concernent l'humain lorsqu'il se déplace dans la ville. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un système harmonisé ou une harmonisation sur le territoire, ou est-ce que ça ne change pas grand-chose ? Parce que vous êtes sur une région, excusez-moi, dans le sud de la France, vous avez des touristes, ils n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes applications, et on aimerait bien peut-être, si on part de Paris en avion, arriver à Nice, avoir la même application, donc être dans les mêmes champs de compréhension du système. Alors, il y a 2 éléments dans votre question. Il y a le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ville intelligente informe l'environnement. Qui elle est, comment elle se conduit, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Elle a tracé tout ce qui s'était passé avant, et ça nous permet de mieux comprendre ce qui risque de se passer. Donc j'ai effectivement cette fonction-là de la ville, et puis ensuite j'ai l'harmonisation entre les villes, et là c'est l'interopérabilité, etc. Il n'est pas dit que chacun veuille décrire, finalement, si je me place à Saint-Paul-de-Vence, je vais prendre un canevas de description qui ne va pas être forcément celui de Paris, ou alors qui va être celui de quartier de Paris. Si je prends Montmartre et la colline, Saint-Paul est sur une colline. À partir de là, pour faire le lien avec la santé, ces liens sont assez simples à faire. Est-ce que si je visite Saint-Paul, je ne vais pas me retrouver avec une maladie cardiaque parce que je n'ai pas fait attention, mais ça monte comme ça, et derrière, je risque d'avoir un souci. Donc, on est dans l'anticipation de quelque chose. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va tenter de faire dans notre université avec l'Institut fédératif de tourisme. On va essayer de caler finalement cette thématique tourisme et santé. Puisque derrière, si on vient chez nous, c'est pas pour attraper entre guillemets ou aggraver une maladie existante, mais aussi c'est pour essayer de mieux comprendre quels peuvent être nos parcours qui privilégient finalement la culture tout en nous préservant la santé. Donc effectivement, si on prend cette métaphore du système d'information, en tout cas de la valence informationnelle que la ville finalement capte et rediffuse, eh bien on va pouvoir travailler dans ce sens-là. La position ensuite du citoyen malade ou pas malade, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que pour pouvoir matcher, j'ai besoin de donner un petit peu mon profil. Et c'est là tous les débats qui s'en viennent. Mais je ne pense pas qu'il y ait de débat au fait de dire que Saint-Paul-de-Vence, il y a 300 mètres qui montent à 15 degrés, puis 15 mètres de plat. Je ne vois pas très bien les problématiques qui se posent là-dedans. Au contraire, je pense que ça paraît important. Ensuite, que chacun puisse importer finalement ces datas pour pouvoir apprécier s'il peut ou non, j'oserais dire, se déplacer en toute sécurité. Eh bien là, ça c'est une autre affaire. Ça peut être aidé par effectivement des mécaniques numérique, je ne veux pas parler d'intelligence artificielle, mais en tout cas de mécanique numérique, qu'elle soit déterministe ou autre, simplement parce que derrière, on va aider à la décision, on va aider la personne à se déplacer dans un minimum de risque pour un meilleur bénéfice, pour pouvoir visiter telle ou telle situation. Je ne sais pas si vous connaissiez la Fondation MAG, mais pour monter la Fondation MAG, il faut bientôt un ascenseur. C'est très pentu et il y en a beaucoup qui en fait hésitent et ne le savent pas. Donc il y a le petit parking en bas et puis ils se retrouvent face à cette pente. C'est pas simple. Et donc rien qu'en pensant à cela, je crois qu'on peut imaginer plein de choses qui mettent entre guillemets la ville et son citoyen en connexion, mais pas forcément son citoyen, finalement n'importe qui. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il est important, si on a une ville intelligente, d'avoir aussi des citoyens intelligents. Parce qu'on est bien d'accord aussi qu'il faut être... Je ne voudrais pas qu'on confonde le mot intelligent. Il faut le prendre dans son sens étymologique. C'est peut-être moi qui l'ai pensé un peu trop fort. Alors c'est ma pensée qui envahit l'espace. Là, excusez-moi pour cet égarement. Mais en attendant, on est bien d'accord qu'un citoyen intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de religuer. Intelligere, c'est relier les choses entre elles. Et donc, à un moment donné, si je quitte une région, je passe dans une autre. Eh bien, si j'ai pas forcément la même application et j'en télécharge une autre pour m'adapter à ce nouveau milieu, il faut malgré tout que je sois dans un rapport de connaissance à minima
de tous ces outils informatiques, parce qu'on se rend compte aussi que la ville intelligente, on lui propose derrière d'être la ville inclusive. Il faut laisser personne, en quelque sorte. Et pour laisser personne, il va falloir éduquer les citoyens. Il va falloir aussi une vulgarisation du discours autour de l'outil informatique. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'individus ont des téléphones, ils savent jouer avec, mais de là à savoir programmer, avoir accès à c'est pas banalisé ni généralisé. Oui. Donc ville intelligente sans citoyen éduqué, en tout cas à défaut d'être intelligent, ça va être compliqué. Oui, il faut penser aussi qu'il faut être équitable. Hein. Donc, ça. Quand on aborde, j'oserais dire, le citoyen par la maladie, malheureusement, chacun d'entre nous est un patient en puissance au sens de la maladie. Et donc là, il n'y a plus d'inéquité à avoir, entre guillemets. Donc, quelque part, permettre à tout le monde, on va dire, quelque part, de bénéficier de ces services-là, c'est un élément que la ville intelligente peut peut-être mettre en place, alors que peut-être les actions humaines ponctuelles eh bien, se font par facilité et bénéficient à certaines communautés et pas à d'autres. Je me tourne vers vous, Gilles Maignan, vous êtes géographe, vous êtes spécialiste des pollutions, donc quelque part, vous, la ville intelligente, je pense que c'est quelque chose qui peut être concrètement, pragmatiquement très utile, parce que justement, ça vous permet de rapporter de la donnée et puis de pouvoir travailler sur les conséquences et les influences de ces pollutions de l'air ou autres. Et vous, alors justement, est-ce que vous pensez que ces données que l'on peut récupérer, que l'on capte, etc., dont on fait une interprétation, comment justement cette intelligence qui est en amont ou en aval, enfin je ne sais comment le dire, si ce n'est que on est quand même dans un principe d'anticipation des risques en fait pour les populations. Jusqu'où ça peut aller cette intelligence? Est-ce qu'elle est vraiment exploitable? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Ou est-ce qu'elle ne concerne finalement que les décisionnaires et malheureusement il y aurait un flou artistique peut-être dans ces démarches-là? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Oui, ça c'est philosophique. Ça. Mais on y est habitué avec Laurence. Donc la première chose, c'est qu'en fait, les villes intelligentes, dans la question même du concept de ville intelligente, il y a la question de l'échelle. En fait, il n'y a pas un modèle de ville intelligente, il y a des modèles de ville intelligente, des modèles de village intelligent. Et en fait, tout ça dépend, on va dire, de l'échelle d'analyse du phénomène. Si je prends l'exemple de la pollution de l'air, on peut très bien effectivement penser qu'on va supprimer, on va dire, la voiture en ville et que ça va améliorer, on va dire, la qualité de l'air en ville. C'est beaucoup plus complexe que ça. Typiquement parce qu'on peut faire des externalités négatives aux abords des villes. Et les villes ne sont pas, entre guillemets, hors sol. Elles ne sont pas déconnectées d'un territoire qui est maillé, qui est complexe, qui peut être effectivement, comme on a dit pour Saint-Paul, avec des dénivelés extrêmement importants. Et j'ai envie de dire qu'en fait, toute ville, par essence, quand on parlait des villes durables, toute ville est durable. Parce qu'une ville est toujours capable de s'adapter. Alors après, est-ce qu'elle s'adapte dans le bon sens? Est-ce que pour autant on réduit les externalités? C'est pas aussi simple que ça. Je crois que dans la ville intelligente, on est en train de reconstruire la ville sur la ville, de faire des immeubles de plus en plus grands, qu'on végétalise plus ou moins. Est-ce que pour autant ça va diminuer la pollution dans les villes? C'est plus complexe que ça. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut faire très attention, de ne pas transformer, on va dire, une pollution en une autre pollution et quelque part de dire ça y est, on a fait le challenge, on a supprimé les voitures diesel, je prends un exemple, en ville, et puis on a réglé le problème. Oui, parce que finalement, tout ce qui est data center, etc., pollue énormément. Donc, changer de modèle, c'est amener le paradigme d'un... peut-être qu'on a des problèmes de santé aujourd'hui d'une certaine pollution et que demain, il y aura d'autres problèmes de santé liés à d'autres pollutions, en fait. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Si on prend l'exemple de juste un reply at all, quand vous faites un reply at all en mail, regardez le coût CO2 d'un reply at all. Et si chacun se met à faire un reply at all pour dire « Ok, on se donne rendez-vous dans l'auditorium pour la conférence », c'est pas gagné. Moi, je crois que ce qui est important, et de plus en plus dans les villages, on est en train de penser comme ça, c'est tout ce qui est circuit court. C'est-à-dire remettre en place des modèles économiques de circuit court. Je vais vous prendre un exemple sur ma commune. On a en fait un auditorium un peu comme ça, une salle de spectacle, et on l'a pensé directement, le système de chauffage,
c'est les noyaux d'olive qui sont produits au moulin dans le village. Donc en fait, on réutilise uniquement les noyaux d'olive pour faire le chauffage central. Et ça, c'est vraiment des choses à petite échelle, évidemment, dans un petit village, mais à on va dire même une commune un peu plus importante, une communauté de communes, on peut penser des choses comme ça qui feront, à mon avis, la ville intelligente. D'abord parce que les gens comprennent ce discours de dire, voyez, c'est circuit court, il y a des choses à faire là-dessus. En fait, la ville intelligente, c'est la ville autonome, c'est la ville du circuit court, mais aussi qui peut se régénérer elle-même quelque part. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose qu'on peut transformer et avoir un deuxième usage de cette chose qui a déjà été transformée, peut-être cumuler comme ça les transformations de manière à ce qu'à un moment donné, le produit ait été utilisé jusqu'au bout et au service de l'humain, toujours l'humain, on est bien d'accord. Hein. Oui. À la fois cumuler et en même temps sans produire d'externalité pour la commune ou le voisinage direct. Tout à fait. Alors on va changer, hein, ville intelligente, ville aliénante. Pourquoi aliénante? Alors quand j'ai pensé à ce point-là, c'est parce que vous avez peut-être lu Marx. Moi, quand je l'ai lu, bien entendu, on est dans le Capital, et dans le Capital, on nous décrit un système économique, et on voit que, vous avez tous vu d'ailleurs le film Germinal, donc on l'a en scène, hein. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, les mineurs descendent à la mine, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être au dimanche pour pouvoir un petit peu se reposer et être avec leur famille, et le dimanche, eh bien, ils se retrouvent en famille, et ils se rendent compte que la petite fille voudrait pouvoir se payer un ruban pour ses cheveux et on n'a pas les moyens. La mère de famille fait réchauffer tout le temps la même marmite, et puis on essaye de faire et de tenir toute la semaine avec un bout de lard, mais c'est un peu maigre pour la famille. Et il y a une sorte de culpabilité du personnage, et cette culpabilité, c'est que, pour résumer, Marx dit voilà, tant qu'on est au travail, on a envie d'être en week-end, en gros, et quand on est en week-end, on culpabilise de ne pas être au travail parce qu'on a des besoins et qu'on n'arrive pas à surmonter ça. Alors, est-ce que la ville aliénante va être une ville qui va quelque part comment dire, nous faire regretter de nous déconnecter, par exemple, de temps en temps, alors que ça continue à se connecter par ailleurs? Le droit à la déconnexion, est-ce que ça va être de plus en plus complexe? Est-ce que cette ville aliénante, c'est aussi tout un ensemble de contraintes qu'il va falloir qu'on intègre et qui font qu'à un moment donné, on va avoir la difficulté de se dire j'aime la modernité, ce monde qu'on met en marche, et en même temps, je regrette un peu le vieux monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Maignan? Alors, dans la ville aliénante, pour moi, il y a la dépendance en fait à la donnée. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma ville, qu'est-ce que je veux faire de mon village, et est-ce que je suis prêt, entre guillemets, à partager des données personnelles pour le bien collectif, en supposant qu'on ait défini déjà qu'est-ce que c'est que le bien collectif. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet, puisque quand vous avez des applications, par exemple, qui vous donnent le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Ok, c'est très bien. Hier, j'ai marché 4 km dans Paris, etc., etc. À titre personnel, c'est intéressant. Ça veut dire que, effectivement, j'ai regardé. Mais comment, on va dire, le décideur à la fois public, le concepteur, l'urbaniste des futures villes va utiliser cette donnée-là? Est-ce qu'il va l'utiliser pour concevoir des nouvelles villes où, entre guillemets, où la marchabilité est plus importante, ou est-ce que finalement cette donnée-là, entre guillemets, elle est évanescente, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser en la sortant du contexte, et donc c'est dans ce cas-là que la ville peut devenir aliénante, où je produis de la donnée, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, quelqu'un va peut-être l'utiliser mais complètement décontextualisé, et donc finalement presque, on va dire, en ayant perdu son essence. Voilà, des vraies questions. Oui, ça. Puis on se rend compte qu'avec les bâtiments intelligents, on vous dit que pour faire de l'économie d'énergie, il faut que pour l'optimiser, on soit à telle température, etc. Mais si vous êtes frileux, la température, elle vous convient peut-être pas. Donc vous avez l'impression d'être à la solde d'une mécanique bien rodée d'un bâtiment intelligent, et vous êtes le citoyen qui vivait dans ce bâtiment, vous avez peut-être envie d'un peu plus de chaleur. Je me tourne vers vous, Monsieur Sassini, parce que quelque part, vous avez aussi dans le rapport de la santé, ce rapport à ce qui est aliénant, ce qui est quelque part peut-être qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Et peut-être ça peut être signe de symptômes, de pathos, de pathologie. Alors c'est vrai que dans le terme aliénant, en préparant cette conférence, je me posais la question de l'alien de Ridley Scott, et donc finalement de cet étranger. Alors est-ce que c'est la ville qui nous est étrangère, ou est-ce que c'est nous qui sommes étrangers à la ville? En fait, je pense que, comme le disait Gilles Maignan, il y a le rapport à la donnée. Et je crois que dans le domaine de la santé, le rapport à la donnée a beaucoup évolué depuis le début de mes études jusqu'à maintenant.
mais il n'en reste pas moins que la donnée de santé, elle vient entre guillemets d'un intermédiaire qui est le professionnel de santé. Le Quantified Self, l'automesure, se fait que dans certaines disciplines, les diabétiques, les hypertendus, etc. Mais on est encore loin de cela. Et en fait, ce n'est pas de la donnée de santé, c'est de la donnée d'une, j'oserais dire, d'une physiologie ou d'une physiopathologie. Et donc là-dessus, il faut qu'on arrive à s'entendre. Moi, la question que je me pose de plus en plus en entendant parler de Smart City, quelque part, c'est est-ce que je suis dans la logique de donner de l'information à un ensemble ou est-ce que je ne suis pas systématiquement en permanence en train d'écouter finalement le cœur de ma ville? Je pense que c'est plutôt dans ce sens, c'est-à-dire qu'on pourrait, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de système d'information, je pense qu'on est devant nous un réservoir, il y a d'énormes données qui sont produites, on est sur un projet en ce moment avec la métropole de Nice, un projet de Saint-Démy, il y a d'énormes choses qui sont produites et en fait on a du mal à les faire connecter pour pouvoir décider et à qui ça va servir? Ça va servir aux citoyens, ça va servir à l'élu qui lui-même citoyen. Donc je vois mal un élu, j'oserais dire, se tirer une balle dans le pied. Ça peut se faire, mais bon. Mais je pense que c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en définitive, jusqu'à quel degré notre décision personnelle va être alors aliénée, entre guillemets, dépendre de la présence, de l'absence, du caractère incomplet, de l'erreur, voire du fake, de la data qui est produite par la ville. C'est à nous de voir, est-ce que la ville n'est pas... Enfin, la ville intelligente est d'abord un réservoir de data, on le voit bien dans les stands. Hein. On essaye de qualifier de la donnée, de la mettre à disposition avec des algorithmes de plus en plus perfectionnés. Je vous ai parlé tout à l'heure de système d'alerte. Pour l'instant, le seul système d'alerte que j'ai tous les matins, c'est il vous faut 22 minutes pour aller au boulot. Par contre, on ne me dit pas que ça va être saturé à tel moment, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que je voudrais avoir aussi le degré d'hygrométrie. Je suis asthmatique, enfin pas personnellement, mais imaginons, hein, je suis asthmatique, je sais que je vais avoir 3 réunions avec un stress important, et donc quelque part, qu'est-ce que je vais avoir comme données qui vont me permettre, entre guillemets, de manager, de gérer, enfin voilà. Donc je pense que c'est dans ce sens-là et de la même manière qu'on voit nos adolescents complètement prisonniers finalement d'une forme de diffusion de connaissances nouvelles. Les tutos, c'est assez extraordinaire, mais ne me dites pas que les parents, entre guillemets, supervisent la lecture de tous les tutos, c'est pas possible. Donc quelque part, il y a une forme de relation qu'il faut qu'on arrive à avoir sans pour autant qu'on puisse, comment dirais-je, dire que tout est mauvais ou dire que tout est bon, et à ce moment-là, on ferait n'importe quoi. Bien sûr. Alors le temps passe très vite, alors maintenant je vais venir à ce troisième point qui n'est pas cité dans l'intitulé, vous l'avez bien compris. On a bien compris qu'une ville est intelligente ou aliénante, eh bien c'est surtout une ville qui est habitée, il y a des gens qui sont là, qui y demeurent, qui traversent la ville, qui sont là aussi pour ce dont on parle très peu en matière de Smart City, pour sentir des atmosphères. On se sent bien dans une ville, on aime traverser un cœur de ville, on traverse aussi une épopée de la mémoire parce qu'on rencontre des bâtiments qui nous racontent le cœur de la ville. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu. Et je crois que la réponse, elle est peut-être là. Dans toutes en plus, vous habitez Saint-Paul-de-Vence, vous avez un patrimoine artistique important. Que faire de ce patrimoine immatériel? Nous, la chaire Smart City, on est sponsorisé par un expert en parfumerie. Qu'est-ce qu'on fait de ces ambiances, de ces atmosphères, de toutes ces choses qui font qu'on aime être dans une ville et s'y sentir, comment dire, des habitants imprégnés des choses, de l'impalpable, de l'indéfinissable, mais qui fait quand même le cœur et l'âme de la ville. Comment vous voyez justement cette ville du futur, ce smart village du futur? Rapidement, comme ça vous répondrez aussi à la même question. Avec ce patrimoine que vous avez à Saint-Paul-de-Vence, avec tous ces peintres, c'est cette histoire de... Oui, cette histoire de l'art, c'est vieille pierre en fait, ces remparts classés. Ce qui est important, et depuis que je suis élu à Saint-Paul, je ne suis pas Saint-Paulois, je suis canois d'origine, je suis Saint-Paulois d'adoption.
et niçois de profession. Donc je reste quand même très attaché à mon département des Alpes-Maritimes. Et j'en gère toutes les données de santé maintenant. Donc effectivement, c'est très prégnant dans ma pensée. Mais c'est vrai que, j'oserais dire, comme je vous parlais de ce système d'information, les villes ne collectent rien pour l'instant. Ce sont les touristes qui collectent. Vous mettez des photos sur Google, des sites que vous avez visités. Il n'y a rien qui est rendu, entre guillemets, à la municipalité. On passe aux questions après, c'est ça ? Oui, je finis. Et donc l'idée, c'est de se dire, oui, effectivement, il y a, par exemple, nous avons notre ancien photographe de la Colombe d'Or, Jacques Gaumont, qui a fait les photos de toutes les stars. Et quand on voit finalement ce qu'on est capable de réaliser maintenant et de faire revivre des situations, ça peut être intéressant parce que quelque part, les jeunes, pour eux, les photos, c'est en 2D. Eux, ils sont habitués à voir un crâne sous toutes ses formes. J'oserais dire le 3D, le virtuel. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on invente. Nous avons tous notre histoire, notre patrimoine. Et là, ça peut effectivement aider. La ville informe de son histoire. Informe de son histoire et reconstitue l'histoire à partir d'une intelligence artificielle. Exactement. Et vous, alors je vais dire très court du coup. Pour moi, un village intelligent, c'est un village qui est capable d'évoluer, on va dire, dans son temps, tout en gardant son histoire, préserver son histoire. Si je prends ma commune, effectivement, on a fait des transformations urbanistiques, mais toujours, on va dire, intégrées dans le paysage pour que le vin reste toujours le vin, quelque part. Et c'est ça qui fait aussi, on va dire, le cœur historique d'un village comme Saint-Paul, comme le Vins, ou même comme certains quartiers de Nice, comme le Vieux-Nice, par exemple. On ne peut pas tout transformer. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué au sens innovation, même numérique. On peut faire de l'innovation numérique tout en préservant aussi l'histoire. Voilà, c'est à nous de trouver, entre guillemets, le modèle adapté à chaque échelle, que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une ville et même d'une métropole, quoi. En fait, on pourrait peut-être dire, et ça sera peut-être un peu le mot de la fin pour faire écho à ce que vous dites, que si on construit une Smart City, on la construit pour 2050. Les enfants qui auront 5 ans en 2050, le projet, on est en train de le décrire nous. Et en fait, l'important, c'est qu'on puisse penser pour eux, anticiper pour eux, en espérant que effectivement le territoire qu'on leur crée, eh bien, ils ne se sentent pas eux-mêmes étrangers en leur propre pays, quoi, et qu'ils puissent se sentir humains dans leur pleine humanité. On pourrait dire ça comme ça. Alors, si je peux juste rajouter une petite phrase. Rapidement. C'est aussi leur laisser, on va dire, un modèle où il y a une marge de manœuvre évolutive pour qu'ils puissent aussi le retransformer le cas échéant en fonction à la fois des évolutions et puis de ce qu'ils auront réellement envie d'en faire aussi. Très bien, merci à vous, merci pour votre attention. On va peut-être aller dans la salle. Vous avez peut-être quelques questions à nous poser. Merci pour cette intervention. On prend peut-être une seule question parce qu'on est à la limite du temps. Je vois monsieur qui est là-bas. Monsieur, vous avez la responsabilité de la question, la bonne question. Et vous d'une réponse la plus concise possible. Waouh. Très bien, merci. On vous écoute. Du coup, je travaille dans une collectivité territoriale et on réfléchit à créer une sorte de comité de surveillance de la Smart City. Je vois que dans la chaire, il y a le mot aussi éthique. Oui. Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses similaires, en fait, de comment ça fonctionne ? Voilà, je n'ai pas forcément vu d'exemples concrets qui pourraient nous inspirer. Est-ce que vous avez des retours là-dessus ? Je vais être provocateur, le terme surveillance. Le comité de création de la Smart City, le comité où on va faire que les gens s'expriment. Pour moi, c'est peut-être un vain mot, mais un petit village qui se connaît, qui veut se projeter. Est-ce qu'on est dans de la démocratie participative ? Pourquoi pas ? Encore faut-il qu'on la construise. Mais je trouve que imaginer ce qu'on veut faire, ça me paraît important. Je n'ai pas personnellement d'exemple là-dessus, mais ce que l'on souhaite, par exemple, sur Saint-Paul, c'est faire un cycle de conférences justement pour amener les gens à réfléchir et à se projeter. J'ai toujours exercé dans des hôpitaux construits 20 ans avant, mais on construit un hôpital avec les outils du moment. On a du mal à dire que finalement il y a moins de praticiens hospitaliers, il faut plus développer de relations de communication par étage, et en fait on ne l'a pas fait.
Donc on a aussi cela. Alors c'est peut-être la surveillance du futur, mais la créativité, la création, l'innovation, moi me paraissent des mots peut-être plus intéressants. Mais après, je n'ai pas d'exemple même sur la métropole chez nous. J'ai pas. Peut-être je dis une bêtise et puis quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est pas YouTube. Absolument. Pour répondre à votre question, puisque j'ai compris qu'elle s'adressait aussi à la chaire, puisque vous avez parlé d'éthique, donc je vais parler avec ma casquette de titulaire de la chaire Smart City Philosophie et Éthique. C'est vrai qu'on réfléchit énormément à ces programmes qui font qu'il y a des télésurveillances dans les villes, qui peut renforcer une forme de sécurité et donc un sentiment de bien-être ou en tout cas de mise en sécurité d'autrui dans la cité même. En même temps, ces systèmes de surveillance et ces caméras qui se positionnent un peu partout nous rappellent que effectivement on est sous surveillance et on est tout le temps observé. Il faut savoir que, et ça c'est un des débats, mais il y en a plusieurs, c'est que dès que vous êtes connecté et que vous mettez à être repéré et que vous acceptez qu'on vous localise, vous êtes déjà complètement identifié, vous allez chercher sur internet pour un maillot de bain, le lendemain on vous propose les crèmes solaires, donc vous avez des algorithmes qui sont prédictifs et qui prédisent qui vous êtes. Ce qui fait que quelque part le lien que l'on peut établir entre ce que je veux donner volontairement et que je consens à donner, et même en ne faisant pas attention au fait que j'ai donné les photos que vous mettez sur Facebook de vos vacances, etc., font que je suis déjà dans de la surveillance et que je suis déjà en train de donner à l'autre ce qui m'appartient, et en plus je ne sais pas à qui je le donne et comment je le donne, et je parle aussi des clouds. Donc la vision éthique de la chaire, c'est de penser à cette opacité et comment on peut quelque part aussi éduquer les citoyens pour qu'ils ne donnent pas tout et qu'il y ait toujours un espace entre le public, le privé et l'intime. Voilà, pour répondre brièvement. Merci Madame Vanin, merci Monsieur Mignon, merci Monsieur Stassini d'être intervenu et d'avoir ouvert cette première journée, cette seconde journée d'Innopolis. Ce n'est jamais facile, vous l'avez fait brillamment. On peut les remercier et les applaudir chaleureusement. Merci à vous, merci beaucoup.